Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps. Nous, franchement, ça fait que depuis 2 jours que bof. Mais non, et encore hier soir il a plu. J'en peux plus, on se dirait en Bretagne. Donc je vous dis le moral, c'est pas trop ça. Ouais, non, parce que là du coup j'ai pu reprendre 2 jours mon scooter. Non, c'est magnifique, je peux même pas prendre mon scooter. La fière raconte sa vie encore comme d'hab. Donc aujourd'hui, nous allons faire Europe. J'ai 2-3 trucs. Oui, non, parce que je vous avais dit, je fais plus mon débrief de la semaine. Donc j'ai 2-3 trucs à vous dire. C'est sur Poutine, au sujet des avoirs russes. Et ce matin, je regardais Alexis Poulet, là, Le Monde Moderne, qui parlait de l'Europe. Que Macron, il veut donner l'arme nucléaire à toute l'Europe. Ouais, non, parce que tant qu'à faire, on a... Vous avez, pardon. ouais, non, parce que vous avez un grand cœur. Donc, du coup, oui, tant qu'à faire, hein, on file tout ce qu'on a. Et donc, j'ai noté des chiffres, parce que je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Parce que je me rappelle qu'au début, quand on devait mettre la Russie à genoux, fait Bruno Le Maire, du coup, il avait dit qu'ils avaient saisi 300 milliards. Ok. Là, j'écoute Alexis Poulet, et il passe un extrait, vous savez, de Glucksmann, qui a été invité, on ne sait pas pourquoi, enfin bon. Et donc, il dit, oui, il faut qu'on saisisse les 208, 9, enfin, je me rappelle plus trop. Bon, allez, on va dire 210 milliards d'avoirs russes, enfin, il faut les saisir pour les redistribuer pour soutenir l'Ukraine. Puisque je lis les actualités, je me suis dit, attends, mais ils s'en servent pas déjà. Et en fait, c'est depuis mai 2024. qu'il commence à piocher, on va dire, dans le petit cochon. Donc lui, il a parlé de 210 milliards. Bon, ok, on arrondit. Et je me suis dit, attends, mais c'était pas 300 milliards? Moi, ce que je me suis dit, parce que vous avez vu que la dernière fois, je vous avais dit, vous allez voir que pour ces avoirs russes, on va se faire avoir. C'est le cas de le dire. Et là, vu Trump... Non, mais n'empêche, ça a été le seul, Zelensky, à refouler Trump. À lui couper la parole et tout. Genre lui manquer de respect. Il y a personne qui a osé, bon d'accord, il n'était pas dans son état normal, mais il y a jamais personne qui a osé parler comme ça à un président des États-Unis. Le mec, il y est allé, quoi, en toute détente. Je me suis dit, ouais, ça va, c'est bon, quoi. Je suis Zelensky, quoi. Je faisais du piano et mon kiki, ouais, non, mais oui. Comme je vous avais dit, mais à un moment donné, les États-Unis vont dire, oui, nous, on t'a prêté de l'argent. L'Ukraine, il peut pas nous rembourser. On va saisir les avoirs russes. Et après, la Russie, s'il s'entend avec Poutine, la Russie va nous dire, ouais, mais où ils sont mes 300 milliards? Nous, on va dire, ben, c'est les Américains qui les ont récupérés sur les 500 milliards que l'Ukraine le devait, puisque bon, nous, on s'engage à fond les ballons. Et il va dire, ben, vous nous devez les sous. Sauf qu'il y a quand même, entre les 300 milliards saisis et là, lui, les 210 milliards qui restent, il y a quand même 90 milliards qui sont partis en fumée. Parce que là, j'ai vu les chiffres, les avoirs russes en 2025, soi-disant, étaient de 235 milliards. Pourquoi lui, il dit, Glucksmann, 210 milliards? Et avec ces milliards là qui ont disparu aussi. On va devoir payer en plus les sous qui ont disparu. Que disparu. Que soi-disant, ils ont été redonnés pour financer la paix en Ukraine. Eh ouais, non, c'est la paix en Ukraine. Donc nous, on se bat pour la paix. Ah ouais, non, nous, on a repris le slogan américain, c'est-à-dire on se bat pour la paix. Donc, non, mais c'est bien, voilà, hein, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Et vous voyez comme quoi, hein, des fois, je dis pas de la merde. Donc, nous allons commencer Europe. Bon, cette fois-ci, normalement, c'est bon, j'ai les liens. Oui, non, mais c'est pas top. Ouais, non, c'est pas top. Donc, on va commencer par... une bonne nouvelle pour les agriculteurs, hein, puisque eux aussi vivent d'aide. Donc pour le commissaire européen à l'agriculture, supprimer l'aide à l'hectare de la PAC est impossible. Le Dauphiné. Le nouveau commissaire européen à l'agriculture, le luxembourgeois Christophe Hansen, sera présent ces jeudi et vendredi au Salon de l'agriculture à Paris. Il y présentera son plan pour l'agriculture européenne. Le climat politique était effectivement assez animé ces derniers mois et je sais que la situation était tendue l'année dernière au Salon de la... cette année non, parce que du coup il n'y a plus personne. Il n'y a plus de visiteurs. Donc effectivement, de visiteurs, en tout cas d'agriculteurs. Donc effectivement, il n'y a plus que des touristes et des vaches, des moutons et des palourdes. Car il y a Macron, il n'y a plus d'agriculteurs. Donc effectivement, il risquait pas d'avoir une situation tendue. Mais de notre côté, je suis nouveau dans mon poste de commissaire européen et on a déjà fait bouger pas mal de choses en 3 mois. Alors là, c'est l'argument, mais alors moisi de chez moisi. Je suis fils et frère d'agriculteurs. J'ai habité la ferme jusqu'à mes 20 ans. Ouais, et j'y revenais y travailler tous les week-ends pendant mes études. Je connais toutes les belles choses de l'agriculture et aussi ses défis. Je parle le français et le langage des animaux.
Non, c'est pas vrai, des agriculteurs. Ah, je vous ai fait une blague. Eh ouais, non, je vous ai fait une blague. Ah ouais, non, parce que toi, c'était Docteur Dolittle. T'allais parler aux vaches. Tu sais, comme Dory, elle parle à la baleine, tu vois. Vous avez donc compris la colère? Oh bah oui, il était tout à fait légitime pour eux de faire part de leur colère. Leur cri de détresse a été entendu. Ma mission est de leur redonner de la compétitivité et de leur offrir des possibilités de nouveaux marchés. Non, eux, ils veulent juste faire de l'agriculture, en fait, nos agriculteurs, tu as vu? Ils veulent pas faire ni de la compétitivité et ni prendre de nouveaux marchés. Ils veulent juste pouvoir vendre leurs fruits et légumes ici, quoi, en fait. Parce que du coup, on importe, mais nous, on n'a plus de fruits et légumes français. La vision pour le futur de l'agriculture et de l'alimentation que je vais présenter ce jeudi au Salon de l'agriculture apporte des réponses à leurs revendications sur des prix plus équitables. Ils veulent faire le commerce équitable, vous savez. Non, c'est pas rigolo. De réciprocité des normes et de réduction des charges administratives. Sur ce dernier point, un premier paquet de simplification arrivera au printemps. Oui, non, parce que je l'ai, le paquet de simplification. Non, c'est vraiment simplifié. Ah ouais, non, c'est là, alors... Alors, votre vision pour le futur de l'agriculture et de l'alimentation ne donne plus d'objectifs chiffrés pour la réduction des pesticides. Pensez-vous qu'on en a trop fait pour l'environnement ? Oh bah oui, non, c'est surtout pour les consommateurs, parce que c'est nous qu'on les bouffe les pesticides, tu vois. Alors oui, d'accord, la nature, ok, il y en a plus, mais nous, on est en train de mourir à petit feu, en fait, tu vois, voilà. Je ne pense pas qu'on en ait trop fait, mais sur la question des pesticides, les objectifs chiffrés ont été contre-productifs. On veut évidemment moins de pesticides. Ouais, non, parce que j'en ai un autre sur les néonicotinoïdes, là, qu'ils veulent les remettre. Eh ouais, non, mais c'est sûr. Mais en agissant avec les agriculteurs et pas contre eux, ah bah oui, non, mais c'est sûr. Une centaine de substances actives ont été interdites dans l'UE ces 10 dernières années. Désormais, il ne faudra interdire un produit que s'il existe une alternative. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas d'alternative. Voilà, c'est ça le problème, en fait. Pesticides, fongicides, engrais, ce que tu veux. Si l'agriculteur n'a pas de solution, il perd sa récolte. Allez, pas possible. Oh bah ça alors. Pour assurer la compétitivité de l'agriculture européenne, ouais, non, mais nous allons faire en sorte que les biopesticides soient mis sur le marché plus rapidement et miser sur la technologie comme les nouvelles techniques génomiques NGT qui permettent d'avoir des plantes plus résistantes à la sécheresse, aux maladies et aux insectes ravageurs. Ouais, fait des trucs bioniques. Non, il est même plus naturel le truc, tu vois. Vous souhaitez travailler... Non, c'est bien. Non, je vais pas faire jusqu'au bout, quoique j'ai bien tout fini. L'accord de libre-échange avec le Mercosur a cristallisé la colère des agriculteurs. Notre président... Emmanuel Macron cherche à former... Ah, j'en tremblais tout. Cherche à former une minorité de blocage au sein du Conseil européen. Cet accord doit-il se faire à tout prix? Il est important de rappeler que cet accord a été négocié par la Commission européenne sur mandat du Conseil européen, donc des États membres. La Commission a pris en compte les sensibilités du secteur et a inclus des clauses de sauvegarde au sein des quotas accordés aux pays du Mercosur, ce qui est une première pour un accord commercial. Oh bah oui, attends, oh. Je prends très au sérieux les craintes des producteurs de bovins, de maïs et sucre. Bon, sucre, pas trop, bon. Et c'est pour cela que l'on travaille en parallèle sur la réciprocité des normes. Ah oui, là, c'est bien de travailler après l'avoir signé. Ouais, non, c'est bien. Rappelons aussi que les filières lait, vin, SPE, tout, voient cet accord d'un bon œil car ils exportent beaucoup. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, mais pas tout le monde a des champs de vignes. Enfin, je veux dire, tu vois, les 3/4, les agriculteurs qui se plaignent, c'est des petits agriculteurs, tu vois, c'est pas des gros. Lui, il parle pour l'agroalimentaire, l'industrie. Il sera également bénéfique pour les produits protégés par des indications géographiques comme le Roquefort. Ah ben le Roquefort, vous savez que c'est un fromage des Templiers? Eh ben moi je l'ai appris la dernière fois sur Arte, je crois. Eh ben c'est le fromage que les Templiers ont créé, c'est le Roquefort. Eh ben je savais pas, car cela fera disparaître les imitations. Il ne faut pas non plus oublier le contexte mondial. Si les États-Unis ou la Chine augmentent les droits de douane, ça va être compliqué. Non mais c'est bien. Ursula, elle a un Big Brother. Ah oui, non, Ursula, elle a un Big Brother. Cette directive européenne va imposer aux entreprises de dévoiler les salaires de leurs employés. Précitron 2023, l'UE a adopté une directive qui impose la transparence aux entreprises afin de lutter contre les discriminations salariales. Ah bah oui, c'est vrai qu'eux, ils sont au top sur les discriminations salariales. Hein, ça se voit avec les salaires qui se versent. Hein, je vais te dire, celle-ci devra être transposée en droit national avant le 7 juin 2026. Voilà.
voilà, vous savez déjà la date. Donc après, il y en a qui vont vous dire, le RN, ouais, c'est dégueulasse, on n'était pas au courant, pourquoi vous voulez qu'on vote cette loi de merde et tout. Et après, tu as les autres qui vont dire, ouais, mais c'est une bonne loi, ça a été cogité par les membres du je sais pas quoi. Et en fait, non, en fait, c'est l'Union européenne. Tu vois, voilà, c'est Ursula, la petite cochonne. Ce qui va changer, les employeurs seront obligés d'informer les demandeurs d'emploi du salaire de départ ou donner une fourchette. Tiens, t'imagines le mec? D'autre part, il leur sera interdit de demander l'historique des rémunérations des candidats. Me l'a jamais demandé, moi, en tant que caissière, je t'explique, voilà. Comme elle explique, le conseil et les employés auront aussi le droit de demander des informations à leur employeur sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur. T'imagines le mec, il lui dit, bon, ça va pour le poste ou ça se passe comment? Et le mec, il lui dit, attendez, il me faut des informations sur les niveaux de rémunération moyens ventilés par sexe pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur au sein de votre entreprise. Le mec il va dire, attends, j'étais pour passer le balai en fait. Non, mais lol. Ainsi que les critères utilisés pour calculer les hausses de salaire. Oh bah oui, mais le mec il va avoir que ça à faire. Ah ouais, non, mais la directive obligera aussi les entreprises de plus de 250 salariés à indiquer chaque année l'écart entre les salaires des hommes et des femmes. Ah bah c'est bien pour ceux qui font les tableaux croisés dynamiques, donc tu vois, voilà, avec les graphiques qui vont avec. Ah ouais, non mais j'adorais les faire en Excel, c'est trop méchant. Pour les entreprises avec plus de 150 employés, dans un premier temps, ce sera tous les 3 ans. Et s'il existe un écart de plus de 5% qui n'est pas justifié, l'entreprise devra prendre des mesures. Non mais ça va pas, hein, franchement. Non, ça va pas, hein, les Français, les Européens et tout, vous allez pas bien, hein. Il y en a un sur TikTok qui m'a laissé un commentaire, il m'a dit, oui, c'est normal, parce que j'avais fait une vidéo sur Marseille qui était dégueulasse, et il me dit, c'est normal parce qu'à Marseille, il y a que des cas sociaux. Et j'ai dit, tu sais, je crois un peu dans la France entière, il y a des cas sociaux, la preuve, ils auraient élu Macron. Donc, je pense que la France entière est un cas social, en fait. Bon, j'ai pas eu de réponse, hein. Je pense que là, on est arrivé à un niveau très, très élevé. La directive prévoit également une indemnisation pour les employés victimes de discrimination salariale fondée sur le sexe, et il appartiendra désormais à l'employeur de prouver qu'il n'a pas enfreint les règles de l'UE en matière d'égalité salariale et de transparence des rémunérations, selon le Conseil européen et non l'inverse. Oui, non, parce que maintenant c'est inversé, ouais, c'est un mode américain. Transparence, mais eux, ils sont transparents sur les rémunérations qui se parlent, ou ça se passe comment en fait? Non, c'est bien. Oh ben putain, les prud'hommes, ils vont être remplis, parce que je te dis, la moitié, ils vont même pas la savoir, la loi. L'Express, GNL, l'Europe contrainte de se tourner vers les États-Unis pour le meilleur et pour le pire. Entre parenthèses. Ah ouais, non, ils l'ont mis en entre parenthèses. Début janvier, un curieux changement de trajectoire s'est opéré en plein milieu de l'océan Atlantique. Ah ouais, non, c'est sûr, il y a eu Trump. Ah ouais, non, mais le Trump est en train de les rendre fous. Plusieurs cargos transportant du gaz naturel liquéfié des États-Unis vers l'Asie ont viré de bord leur nouvelle destination, l'Europe, où les prix sont devenus plus attractifs. Alors toi, pour toi, quand c'est plus attractif, c'est que c'est moins cher. Sauf que là, c'est pour eux que c'est plus attractif, tu vois. Donc, en fait, c'est parce que eux, ils le vendent plus cher, tu vois. Donc, c'est des prix plus attractifs pour eux. Tu vois, c'est le contraire de nous. Longtemps, le vieux continent n'a pas eu à se soucier de savoir comment passer. Ah ben non, parce qu'il était copine avec Poutine. Jusqu'à ce que la guerre en Ukraine éclate. Oh bah oui, et que le piège russe se referme brutalement. Non. Voyez comment quoi, l'Express? Non, mais le piège russe se referme brutalement. Non, c'est toi, tu as dit on va faire des sanctions. Bon ben voilà, après l'Ukraine, elle a coupé le robinet, puisque c'est elle qui s'occupe du gaz que Poutine il importait, enfin il exportait vers nous. C'est piégé tout seul, c'est pas le piège russe. Poutine il a rien fait, il lui a fait sauter son Toyo. Ma foi, je vais te dire, ah, vous voyez comme c'est orienté. Non mais c'est fou quand même. Cette presse, hein, entre 2021 et 2023, sa part dans les importations gazières européennes a doublé. Mais ce basculement a surtout profité aux États-Unis. Sur la même période, les exportations de GNL américains vers l'Europe ont presque triplé, comptant par jour 46% de son approvisionnement en 2024. Magnifique. Option limitée. Ah ben c'est sûr. L'Europe avait-elle le choix? Pas vraiment. Quand il manque 100 milliards de mètres cubes sur un marché mondial, on se tourne en priorité vers les solutions disponibles. Ah ouais. Là, il y en avait deux.
En fait, il y avait la Russie et les États-Unis. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend le 1 ou le 2? Je crois qu'on n'a pas trop le choix vu que le 2 on l'a coupé, donc il nous reste plus que le 1. Ah ben voilà, elle est là la directive pour alléger l'administration. Bruxelloise. Ouais, non, parce qu'en plus de la voix française, on a la bruxelloise maintenant. Alors, les Échos. Bruxelles compte exempter 80% des entreprises de la taxe carbone aux frontières. Oh bah oui. Ah bah là, ça serait une grosse simplification. Ah ouais, non, là, ils auront plus à se faire caguer. Un cinquième des entreprises concernées serait responsable de 95% des émissions de CO2. À compter de 2026, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, obligera les entreprises européennes qui importent des produits polluants, acier, aluminium, ciment, engrais, hydrogène, électricité, fabriqués hors du continent. On importe de l'électricité. Je croyais qu'on était le plus gros exportateur d'électricité. J'ai pas compris. Et puis c'est polluant l'électricité, c'est pareil que l'aluminium, l'acier, le ciment, l'engrais, l'hydrogène, d'accord? Ok, y a pas de problème. À ses yeux, soumettre l'ensemble des entreprises importatrices aux formalités, oh bah oui, administratives nécessaires serait donc une injustice, une perte de temps, oh bah oui. Dès lors, ne serait-il pas judicieux de laisser ces 80% d'entreprises en dehors du champ d'application en termes de charges de travail administratif? À mon avis, oui, a-t-il estimé publiquement. Le bon sens veut que si vous ne faites pas partie du champ d'application, il n'y a pas lieu de vous faire remplir beaucoup de paperasse. Oh bah oui, lutter contre les fuites carbone. Ah ouais, non, parce que tu as des fuites carbone. Non, non, c'est hallucinant. Le but est de lutter contre les fuites carbone. C'est-à-dire le fait que les entreprises européennes délocalisent une partie de leur production. Ouais, c'est que les pépettes. Pour échapper aux taxes carbone qui s'appliquent déjà à l'intérieur du continent. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bah là, on est sûr d'aller loin. Vers l'infini et l'au-delà. Et donc, puisqu'on en était à la simplification administrative, vous voyez comme quoi, j'ai bien mis mes liens, vous voyez, cette fois-ci. RSE-magazine.com. Donc, simplification administrative. L'UE dévoile son plan pour soutenir les entreprises. Alors toi, tu te dis, bon, elle va les soutenir, je sais pas, elle va réduire les frais électricité. Un choc de simplification en 3 grands axes. Ces réformes législatives s'appellent Omnibus. Alléger ses propres contraintes. Ah bah oui. Administratives qui pèsent, non parce que c'est SES, ses propres contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises européennes. Le premier axe concerne la finance durable et les obligations de reporting. Moi je pense que là il parle à des gens que nous on connaît pas, hein. Fait, je veux dire, tu vois, aujourd'hui les grandes entreprises doivent respecter des normes strictes en matière de taxonomie verte et de surveillance des chaînes d'approvisionnement, sans en donner les modalités précises. Ah non, c'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Donc les modalités précises, Bruxelles veut alléger ses exigences pour éviter que les PME ne soient noyées sous des obligations disproportionnées qu'elles ont votées, enfin qu'elles ont mis en place. Tu vois, voilà, c'est ça le pire dans l'histoire. Deuxième volet, les entreprises de taille intermédiaire. Jusqu'à présent, elles étaient soumises aux mêmes réglementations que les grands groupes. Le plan prévoit un statut spécifique avec des obligations adaptées. Il y a toujours obligation dans les trucs, hein, et un accès facilité au financement européen. Mais le débat est ouvert. La France défend un seuil allant pour les structures de 250 jusqu'à 1500 salariés, tandis que la Commission européenne souhaite les limiter à 500 employés. T'imagines que Macron, il veut plus que ce que la Commission européenne, elle veut. Lui, c'est à partir de 250. Elle, c'est à partir de 500. Alors après, moi, je veux bien qu'on dise la Commission européenne. Mais là, vous avez la preuve par le son de ma voix, bon, par l'article aussi, que la France, elle demande à ce que ce soit plus bas, donc ça toucherait plus de monde que les 500 employés. Vous voyez ce que je veux dire? Et toutes deux pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,5 milliard d'euros. Oui, donc rien pour le peuple, on va dire. Enfin, la réforme vise le secteur agricole. Les exploitants agricoles doivent aujourd'hui gérer une multitude de contrôles. Eh ben là, ils vont tous les faire sauter. Ouais, non, ils auront plus de contrôle. Et ouais, non, c'est bien. Et 2 démarches administratives complexes. L'objectif est de mettre en place un contrôle unique par an et de créer un portefeuille numérique européen. Ah ouais, non, mais ça, les mecs, ouais, vont savoir s'en servir. Pour centraliser les documents obligatoires, donc le mec, il faut qu'il scanne, qu'il prenne des photos, qu'il partage le truc, qu'il envoie son dossier. Non, c'est bien, c'est bien. Et alléger les contraintes. Vive l'Europe, hein, pour vous dire, hein. Allez, on continue. La dépêche, guerre en Ukraine, avec une reconstruction du pays chiffrée à 486 milliards sur 10 ans. Comment les entreprises françaises se positionnent-elles? En attendant qu'un accord de paix soit trouvé, les grandes entreprises mondiales de l'or, les grandes entreprises mondiales de lorgnent sur l'immense.
Marché que va représenter la reconstruction de l'Ukraine. Certaines sociétés, dont des Françaises, sont déjà sur place et d'autres sont plus frileuses à l'idée de se rendre sur un terrain encore dangereux. Ah bah oui, là c'est sûr. Ben oui, mais on t'a pas dit maintenant, en fait. Ah ouais, non, on lui a pas dit maintenant. Les grandes manœuvres sont déjà engagées. Vladimir Zelensky, qui s'est fait virer de la Maison Blanche, n'entend pas qu'un accord de paix soit trouvé. Non, c'est pas vrai, c'est pas pour envisager la reconstruction de son pays. Depuis 2022 et les premiers mois du conflit, Kiev s'active pour restaurer les infrastructures essentielles détruites par les frappes russes, comme l'expliquent nos confrères de Marianne. Ah oui, non, parce que c'est la Dépêche qui a fait un article sur l'article de Marianne. Oui, non mais d'accord, 486 milliards, d'accord, ok, pour reconstruire l'Ukraine. Bon, déjà, je trouve que c'est énorme, parce que franchement, bon, Kiev, il a pas été détruit. Bon, d'accord, il y a les infrastructures, peut-être, mais oui, non mais d'accord, il y a des villes et tout, mais je veux dire, ça va, c'était pas comme la Seconde Guerre mondiale, on est ok. Ils étaient pas nombreux non plus, fait, je veux dire, vous voyez, c'était pas une mégapole, le truc, tu vois. Donc, je me dis 486 milliards pour reconstruire ce qu'il y avait auparavant, c'est beaucoup quand même, hein. Non, non, c'est beaucoup. Alors, logement, accès à l'eau potable, industrie et énergie sont les secteurs qui seront grandement sollicités. Ah ouais. Les ponts, ah ouais, les rails, 100 millions d'euros. Ah, voilà, tu vois, à fournir des rails et ponts mobiles à l'Ukraine pour ben voilà, ils peuvent s'en sortir. Avec peu de coûts, hein. Ouais, non, Macron est passé à la vitesse supérieure en créant un fonds d'urgence pour la reconstruction de l'Ukraine doté de 200 millions d'euros. Ah, ben non, 200 millions. Ainsi que de l'arrivée de l'Agence française du développement AFD à Kiev avec une enveloppe de 450 millions d'euros. Putain, elle était grosse l'enveloppe. Ah ouais, non, je te le dis, hein, c'était un container là, le truc, tu vois. Le roboticien Shark Robotics, c'est General Electric France. Alors déjà, General Electric, ça va pas du tout avec France. Là, c'est General Electric France, c'est-à-dire c'est General Electric, mais de France, mais donc américaine. Et Shark Robotics, à mon avis, ça doit pas être français. Ont également gagné 15 millions d'euros chacun. Oh, magnifique. Pour des robots de sauvetage et des équipements médicaux Schneider Electric. Ça aussi, c'est pas français. Et EDF International Networks. Compliqué. Ont respectivement obtenu 15 et 13 millions d'euros. Non, mais c'est une blague. 480 milliards. Les mecs, ils sont contents parce qu'ils ont eu 15 millions, 13 millions. Putain, mais quel clochard. Vraiment pays de clochard, hein, vraiment. Et on va finir par un truc un peu plus rigolo, non, parce que franchement, des fois, vous vous dites, voyez, les histoires parallèles, vous savez, que vous dites, attendez, c'est une histoire, elle est un peu chez vous savez, comme des fois je vous ai raconté. Midi libre. Ils trouvent un sac de friandises et les mangent. 3 policiers terminent aux urgences après avoir ingéré des bonbons à la drogue. Tu te dis, ils sont allés faire une perquisition, et en fait, bon, ils ont mangé 2-3 bonbons qui se trouvaient sur la table basse, tu vois. Non, pas du tout. 3 agents de la police espagnole se sont retrouvés à l'hôpital après avoir mangé des bonbons à la drogue la semaine dernière. Un sac de bonbons oublié. Attendez. Les agents du commissariat de Fuengirola sont allés effectuer une perquisition dans un coffee shop, un club associatif où l'on peut acheter et fumer du cannabis. D'accord? Ils ont saisi divers objets et substances, dont des bonbons en vente qui étaient considérés comme illégaux. Et surtout des preuves. D'accord? Les paquets ont été étiquetés et mis sous scellé au poste. Mais un sac de bonbons n'avait pas été traité en résultat d'une erreur ou d'un simple oubli, indique nos confrères. Oh bah oui, on a oublié, parce que quand ils ramassent les bonbons, ils les mettent pas déjà dans un sac. Ils mettent tous les trucs dans des cabas, et après ils déposent tout ça au commissariat et ils mettent sous scellé. C'est ça? C'est pas mis déjà dans des trucs, preuves, machin, des cartons et... Oh bah oui, ils ont commencé à se sentir mal. Par une substance stupéfiante. On sait pas laquelle, hein. Non, c'est bien. C'est là où vous voyez aussi tout le professionnalisme, hein, des policiers espagnols. On passe aux brèves. Sud-Ouest, à Bruxelles, la brutale disgrâce des ONG environnementales. Nombreuses et très actives, les ONG pro-environnement qui ont contribué à façonner le Green Deal européen sont désormais mis sur la touche. La priorité de l'UE n'étant plus au climat, mais à la compétitivité de l'économie. Eh ouais. Pourtant, on va tous mourir, hein. Non, en 2050, ça y est, on est tous morts. Le Figaro, RDC, le Parlement européen demande à l'UE de suspendre un partenariat avec le Rwanda. En fait, le Rwanda saisissait, prenait, comment on appelle ça, des minerais, matériaux, je ne sais rien, de la RDC, je crois. Oui, c'est ça, l'Est du Congo. Et en fait, nous, on achetait ces trucs. Non, on ne trempe pas dans des histoires louches, non, pas du tout. Un partenariat indéfendable, le souhait d'un gel de toute aide au Rwanda. Eh ouais.
Non, franchement, des fois, vous voyez comme quoi, hein, à un moment donné, ils se sont fait génocider. Maintenant, ils font la misère aux autres. Ils sont vraiment chelous, ces humains. Centre Presse, 44 chartes pour un coût de 1,9 milliard d'euros. À qui profitera cette commande faite aux fabricants franco-allemands? Ah ouais, non, mais ça commence bien. KNDS. Et en fait, ce sont des Charlie Opard. C'est la Suède. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. France TV Info.fr. Le Royaume-Uni se dit finalement prêt à examiner des propositions pour un rapprochement douanier avec l'Union européenne. Le nouveau Premier ministre Keir Starmer cherche à se rapprocher de l'UE sans pour autant rejoindre le marché unique. Bah oui, non, mais parce que là, c'est juste une question de guerre. Alors, c'est rigolo parce que le pays, bof. Après, pendant le Covid, le pays, ils ont essayé un peu de remonter. Il est arrivé l'autre Indien et lui, là, fait bon, et puis je sais plus qui y avait avant aussi, ben Johnson, non mais après, je crois qu'il y en a eu un autre. Ben Brexit, le pays, il a coulé. Et là maintenant, qu'ils sont au fond du trou, parce que je vous avais lu des articles où ils disaient justement qu'ils ne voulaient pas se rapprocher de l'Europe, que l'Europe c'était loin, que machin et tout. Et là maintenant qu'ils sont au fond du trou, qu'ils sont dans la merde, ils veulent se rallier à l'Europe parce que l'Europe veut la guerre avec la Russie. Et donc ça les arrangerait puisque eux, ils veulent une économie de guerre. Du coup, ça leur permettrait de relancer leur économie et de nous mettre dans la merde. Mais c'est rigolo de voir ça. Donc ben voilà, on a fini les brèves. Oui, Donald Trump traite Zelensky comme il le mérite. Je m'explique. Le Z, il a 47 ans. À la fin des années 90, il n'arrive pas à accéder à l'Institut des Relations Internationales de Moscou. Oui, il voulait être formé à la diplomatie en Russie. Il se rabat donc sur le milieu de la télé et participe à un jeu télévisé KVN, organisé chaque année à Moscou, qu'il gagne avec son équipe en 2000. En 2003, il crée sa boîte, Studio Gvartal 95, pour produire des émissions et des spectacles. Et en 2015, il joue le rôle principal d'une série ukrainienne dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Serviteur du peuple. C'est l'histoire d'un prof qui devient président et qui lutte contre la corruption. En 2019, il est candidat à la présidence et certaines affaires font surface. Il possède de nombreuses affaires en Russie, gérées par des sociétés basées dans des paradis fiscaux, comme Chypre. Il est impliqué dans les Pandora Papers, lui qui dénonçait les oligarques qui fraudent le fisc pendant sa campagne électorale. Monsieur Propre. À ce moment-là, il est alors propriétaire d'une villa de 4 millions d'euros en Italie, dans un quartier prisé par les oligarques russes, qu'il ne mentionne pas dans sa campagne présidentielle. Et sa campagne, elle est encouragée par la troisième fortune du pays, l'oligarque Igor Kolomoïski, exilé en Israël. Il avait financé certains bataillons en Crimée avant d'être wanted par l'ancien président. Il a d'ailleurs été arrêté en 2023 pour fraude et blanchiment. Toujours très enrhumé, il se gratte le nez plus que personne. Tout le monde l'a remarqué, mais nos médias, à nous, nient l'évidence. Et on s'en souviendra. Côté corruption, l'Ukraine a obtenu 35 points sur 100 dans l'index de la perception de la corruption 2024 de Transparency International. L'indice de corruption en Ukraine a atteint un niveau record de 36 points en 2023. Donc, quand Trump prévient le Z que le Doge va mettre son nez dans l'utilisation des milliards de dollars américains donnés par Biden, vous comprendrez la panique en Europe et dans l'état profond américain. Je vous conseille de lire ce document et vous comprendrez les liens entre Biden et l'Ukraine. Alors bien sûr, nos fact-checkers à nous n'y ont rien trouvé de scandaleux. À bon entendeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la revoir. Merci pour ceux qui le feront, à laisser un petit commentaire fort sympathique. Et d'ici ma prochaine vidéo, donc internationale, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.